Merci beaucoup de votre invitation. Je suis très heureuse d'être là. Et voilà, donc je vais commencer immédiatement avec ce titre, l'appel des images. L'appel des images, c'est partir d'une image existante qui nous fascine et qui nous captive et qui n'est pas nôtre. Glanée au hasard d'un livre, d'Internet, d'une brocante ou d'archives diverses, c'est une image qui s'empare de nous, qui nous happe et nous retient. C'est un mouvement oscillatoire de elle vers nous et de nous vers elle. L'image prend corps en se projetant dans notre espace. Elle nous agrippe, elle agrippe notre regard et surtout elle vient de loin et elle nous touche. Tomber sur une image et que l'image tombe sur nous. Littéralement, elle prend corps et elle pèse de tout son poids et elle nous envahit. C'est tout à la fois un plaisir et une étrangeté d'être porté par une image qui est hors de nous et qui pourtant nous habite, qui nous hante souvent et dont on est irrémédiablement poussé à faire usage. Car c'est bien d'usage dont il s'agit ici. C'est une image déjà utilisée qui prend une nouvelle vie, que l'on s'attache à réinventer, à réactiver. Et c'est surtout penser qu'une image n'a pas qu'une destination, que ses usages, ses destinataires, ses histoires sont multiples et qu'on peut la prolonger. C'est aussi penser que les artistes sont comme des messagers et comme des passeurs d'images. C'est toujours un plaisir pour moi de scruter, de sonder une photographie ou un photogramme pour les déplacer, les étirer, les détourner et repenser la matière même de ces images qui, à l'instar des dessins ou des peintures, ne sont pas irrémédiablement figées dans un temps arrêté, mais qui peuvent être remodelées et retouchées, amorçant ainsi une métamorphose infinie. Les artistes, tels des chiffonniers, s'adonnent à la collecte, fouillent du regard les imperceptibles, les refoulés, et transmutent en or, comme dirait Walter Benjamin, les objets en rebut, en l'occurrence ici les images abandonnées. Attaché à une image, car il s'agit bien ici d'attachement, l'artiste s'emploie à contrarier sa perte. L'acte artistique devient un acte d'empathie. On porte soin, attention, à une image orpheline, oubliée et délaissée. Et tout le propre de notre activité d'artiste est de la réoffrir au regard. Je vais présenter ici environ 4 travaux initiés par mes recherches personnelles ou initiés à partir d'invitations d'institutions à réfléchir sur leur fond photographique. Pour poser en 2 mots ce qu'est mon travail en général, j'interroge principalement l'ambivalence des gestes et des postures. Et je mets toujours en acte des états sous influence ou des corps sous emprise. Je vais commencer avec une première série qui s'appelle Incidental Gesture, que j'ai fait entre 2011 et 2012. C'est la première fois où j'ai élaboré un travail uniquement à partir d'images qui n'étaient pas miennes. Et ça a été tout l'objet de cette série. Donc c'est des images que j'ai glanées sur Internet ou dans des brocantes ou dans des boutiques spécialisées comme Un livre, une image d'Emmanuel Fructus. Chez qui je vais glaner beaucoup d'images et qui, quelque part, fait la moitié du travail en dénichant déjà au préalable des images dans les brocantes. Voilà, donc c'est des images que j'ai récupérées, dont la plupart d'entre elles, à part pour les figures victimaires que vous allez voir, je possède les originaux que j'ai rescannés et que j'ai remodifiés. Alors la série est constituée de 16 photographies. Je vais juste vous en montrer une courte sélection ici. Et la série a été initiée à un moment où je m'intéressais à l'usage de la photographie sous les régimes totalitaires, à savoir comment la photographie était un instrument de pouvoir et de falsification, ou comment, après élimination physique de certaines personnes, on les éliminait par la retouche photographique des photographies
et des photographies d'archives. Donc je ne suis pas partie d'archives à proprement parler ici, mais voilà, c'est de l'image document, parce que ça va d'images d'archives familiales parfois isolées à des images qui font partie de fonds plus particuliers. Donc je vais juste vous montrer ce qui a initié cette double image qui constitue une seule et même image, a été le point de départ de la série. L'image originale à partir de laquelle je suis partie est l'image de droite. Et cette image m'avait arrêtée d'emblée quand je l'avais trouvée parce que la série s'appelle Incidental Gesture, donc l'idée de posture accidentelle comme ça ou hasardeuse, à savoir comment une même posture peut être ambivalente. En l'occurrence ici, le fait de changer juste l'expression des visages des deux fillettes, le geste devient soit un geste oppressant, soit un geste caressant. Donc ça a été la première image qui m'a porté à réfléchir sur cet acte de retouche qui fait basculer un sens, le sens premier d'une image, parfois la travestie, la remodifie évidemment, redonne une nouvelle lecture, et comment l'image première parfois peut être quand même une image résultante qui existe encore comme une image fantôme dans la nouvelle image que je donne à voir. Je vais juste en décortiquer quelques-unes et puis après je passerai à une autre série. Cette image ici trouvée m'avait immédiatement arrêtée. En l'occurrence, je pense que c'était une communiante qui posait au fond de son jardin. Mais moi, ce qui m'avait immédiatement arrêtée, c'est qu'elle était devant un espèce de poteau, les mains derrière le dos, avec cette expression comme ça un peu forcée qui était due à l'ensoleillement. Et ici, l'acte de retouche a été extrêmement minimal dans le sens où je n'ai fait que relier son serre-tête à la poulie qui était au-dessus de sa tête. Donc ce simple geste de retouche projette ce corps dans un état à la fois d'attachement et de suspension. Et ici, en l'occurrence, c'était repartir d'une image a priori ordinaire et la rebasculer dans une dimension plus dramatique, d'opérer un déplacement comme ça où émerge de la tension. A contrario, je suis partie, j'ai aussi interrogé, dans la même mesure où mon acte de retouche transmuait potentiellement des protagonistes dans des états de victimes potentielles. J'ai interrogé évidemment certaines sources de mémoire douloureuses comme ça. En l'occurrence ici, une image une photographie qui représentait une femme à la Libération, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui, comme vous avez dû en rencontrer évidemment probablement, était destinée à être offerte à la vindicte populaire, probablement tondue après, et évidemment avec, au-delà de la violence de la tonte, en plus ici elle était exhibée nue. Et donc cette image m'a beaucoup travaillé, j'en ai fait d'autres projets ensuite. Et ce qui m'avait arrêté, c'était que voilà, dans tous les points de l'image, au-delà de cette violence immédiate, il n'y a que des points de tension, c'est une foule uniquement constituée d'hommes, avec le drapeau français qu'on voit au loin, les soldats américains. Donc ce n'est que des points et des figures d'autorité qui l'encerclent. Autorité masculine, autorité étatique, autorité militaire. Et là, l'acte de retouche a été en fait de la revêtir. Ça n'enlève quelque part en rien toute la violence qui l'encercle, mais c'était déjà atténuer la représentation qui avait été faite d'elle et qui l'avait figée pour l'éternité. Donc là, en l'occurrence,
La plupart des images, je les présente seule, mais cette image-là, par exemple, je ne me voyais pas la présenter isolée. Parce que, à moins qu'on la regarde précisément, mais on pourrait presque, d'un premier regard, on pourrait presque penser que c'est une image comme ça d'une foule en liesse, d'une fête populaire. Donc ça me paraissait évidemment indispensable de la faire coexister avec l'image source. Voilà, il y a des tas d'autres images comme ça que je vais passer assez rapidement, qui sont des images assez ordinaires au préalable, mais l'acte de retouche les remet les personnes figurées dans un état de tension, de malaise, d'étrangeté ou de violence potentielle, comme cette femme qui paraît isolée dans une étendue d'eau, alors qu'en fait, au préalable, elle était dans une piscine. Je vais juste m'arrêter aussi sur cette image que vous avez aussi probablement déjà vue parce qu'elle avait circulé notamment dans un ouvrage consacré aux cartes postales au moment de la ségrégation aux États-Unis. Donc cette femme qui s'appelle Laura Nelson et dont je me suis attachée à retrouver le nom et à la renommer, a elle aussi été lynchée au moment de la ségrégation parce que noire américaine. Et elle avait été pendue au-dessus d'un pont avec une foule de population blanche qui regardait les deux corps pendus au-dessus d'un pont. Je ne l'ai pas recadrée, elle avait été recadrée pour être destinée à figurer en carte postale. Et là, mon acte de retouche a été d'effacer la corde qui a servi à la pendre. Et évidemment, le fait d'effacer ce simple élément, ça transmue cette victime dans un état d'élévation, presque dans un état d'ange, avec cette particularité de la posture qui est que les pendus ont un cou cassé et que, étrangement, le fait de retirer la corde ici, la violence de ce cou cassé devient un geste d'abandon et de douceur, en fait, qui la ramène à un autre état et qui, là encore, à la première violence qui lui a été faite, qui a été de l'assassiner, c'est la sortir de la double violence qui a été faite, qui était de la figer pour l'éternité dans un état victimaire. Mais là, l'image existe seule parce qu'on comprend assez vite quelle était l'image première. Pour cette image-là, bon, ça va être assez clair. J'ai redonné un visage à cette gueule cassée de 14-18. Et donc, pour la femme à la libération, comme pour cet homme-là, je suis partie d'autres images que j'ai réintégrées à cette image. J'y reviendrai par la suite. Il y a d'autres images où mon travail de retouche est de réintégrer la matière même intrinsèque qui est dans l'image pour m'en resservir comme élément de transfiguration. Par exemple, cette image-là, qui est la dernière image de la série que je vais vous montrer, de prime abord, c'était une scène ludique à 2 ou 3 personnages. Évidemment, moi, quand j'ai trouvé cette image, c'est pour ça que je parle d'appel des images, c'est-à-dire que c'est des images qui nous arrêtent, qui nous travaillent, qui nous hantent. Et en l'occurrence, ici où j'ai immédiatement vu le potentiel de l'image, la femme arrivait à cette posture parce qu'elle était maintenue par un homme. Donc le fait d'enlever l'homme, ne reste que l'étrangeté de cette posture qui rappelle évidemment les cataleptiques et les postures des hystériques et qui est entre l'élévation et la chute dans cet état de suspension comme ça que je trouvais magnifique. Et donc là, pour revenir à ce que je disais précédemment,
J'ai recomblé le feuillage du paysage par la propre matière de l'image. Donc c'est cette idée d'image autophage qui se mange elle-même pour recréer et nous redonner à voir une nouvelle image. Alors là, je vais passer à l'invitation qui m'a été faite en 2016 par Nathalie Giraudot du Centre photographique d'Île-de-France et Pierre Schill, qui est historien. Ils m'ont invité à réfléchir et à interroger un fonds d'archives photographiques de Gaston Chéreau à l'occasion de l'exposition À fendre le cœur le plus dur qui s'était tenue au CPIF en novembre 2015 et en février 2016. J'ai réalisé 2 projets qui s'appellent Les regardeurs et les gisants. Et à partir de ce fonds photographique découvert par Pierre Schill et conservé à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, j'ai constitué ces 2 travaux. Alors pour reposer un minima un peu l'histoire, Gaston Chéreau était un homme de lettres et un journaliste. Et les photographies à partir desquelles je suis partie datent de 1911. Elles ont été réalisées près de Tripoli, l'actuelle Libye. Et cet ensemble de photographies qui a été produit par Chéreau résultait de la commande d'un reportage sur la guerre de colonisation qui opposait l'Empire ottoman au Royaume d'Italie. Ces archives figuraient... paradoxalement, elles étaient entre le reportage, les photographies presque touristiques d'un homme occidental qui allait sur ces territoires-là. Mais ce qui était marquant évidemment dans le fond, c'est qu'il y avait énormément de photographies d'exaction des victimes aussi bien italiennes qu'ottomanes. J'ai sondé et j'ai étudié ces photographies afin d'en relever les violences et les ambivalences. Alors, il y avait une image qui était particulièrement marquante et parce qu'on a été plusieurs artistes, chorégraphes, écrivains à réfléchir sur ce fond. Évidemment, l'image première qui nous avait toutes marquées était celle-ci, cette potence aux 14 pendus des victimes toutes ottomanes. Et en fait, au cours de mes recherches, je me suis rendu compte que j'ai trouvé 2 images de populations de regardeurs qui se positionnaient de part et d'autre de cette potence. La population locale ottomane que vous voyez ici. Donc on reconnaît un des piliers du gibet. Et en face, une population qui était éminemment des figures d'autorité, qui étaient les notables et les militaires italiens. Et les notables locaux et les militaires italiens. Et voilà, ces 2 populations regardant de part et d'autre cette potence. Et donc, ma réflexion plastique a été de remettre ces 2 populations antagonistes de regardeurs, de les remettre face à face, mais d'enlever l'objet même de leur regard, qui était cette insoutenable vision de la potence. Et donc évidemment, c'est réamener le spectateur à faire retravailler son imaginaire pour réinventer cette vision insoutenable. La deuxième proposition que j'ai faite s'appelle les gisants. Alors pour ce projet, je me suis attachée à remettre en visibilité les nombreux gisants, les cadavres qui figuraient sur de nombreuses photographies. Parfois, ils étaient très visibles, c'était l'objet même de la prise de vue photographique, mais souvent aussi, ils étaient perdus au loin à l'ombre d'un paysage. Et donc, je me suis attachée à les rechercher
dans les photographies, à les remettre en visibilité, mais loin de surenchérir aux cruautés infligées, je me suis intéressée à réhabiliter ces figures victimaires en leur portant attention et protection, notamment en les enveloppant dans des papiers de soie, le papier de soie étant utilisé par n'importe quel artiste photographe pour protéger et conserver les photographies. Donc, certaines images, comme vous voyez ici, certaines images étaient offertes à notre regard et d'autres étaient enveloppées, emballées en piles sur cette immense plaque de verre quasiment posée au sol. Là, je vais vous montrer des vues rapprochées. Donc, l'installation était composée de tirages photographiques sur plaque de verre, qui rejouaient des procédés anciens, bien que là, c'était des procédés numériques. Évidemment, le fait de faire des retirages sur plaque de verre, c'est évidemment un matériau fragile et délicat qui renvoie aussi évidemment à la dimension vulnérable du propre de ces représentations de victimes. Les images étaient volontairement assombries, parce qu'il y en avait certaines qui étaient assez évidemment insoutenables et très dures. Donc elles existaient comme ça, comme des images assourdies, des images sourdes, que paradoxalement je réoffre à notre regard. Donc c'est des plaques 13 par 18 à peu près, que je réoffre à notre regard, mais qu'en même temps qui s'échappent aussi parce qu'elles sont sombres. Voilà, je reviens juste à l'image de l'installation. Alors, ces photographies étaient, ce dispositif, entre les papiers de soie, les plaques de verre, dévoilées ou non, était posé quasiment à même le sol sur cette plaque. Le spectateur devait alors se pencher pour voir les images en détail, parce qu'elles ne se révélaient pas d'emblée. Donc, on devait s'approcher pour les voir, initiant ainsi une posture de recueillement, qui me paraissait importante face à ce type de représentation. Je vais passer maintenant à une invitation qui m'a été faite du musée de l'Élysée à Lausanne en 2017. Le musée m'a invité à réfléchir sur la question des droits de l'homme à l'occasion du Forum international des droits humains qui s'était tenu à Genève en 2017. Et j'ai travaillé à partir d'un album photographique particulier de Georges Desnaz que j'ai associé à des photographies issues de la collection du musée. Et par je vais y revenir un peu après, mais par des montages, des manipulations et des juxtapositions avec d'autres images du fond, j'ai réalisé un film, Temporary Shelter, dont j'ai été aidée notamment par Marina Smorodinova, qui est artiste en résidence ici, qui m'a aidée à réaliser les images. Donc j'ai réalisé le film Temporary Shelter, qui esquissait une pensée sensible autour de la question des droits humains. Et là encore, la notion de protection et qui engageait des résonances entre différents registres d'images. Je vais juste vous montrer des images rapidement et après je vous montrer un bout du film. Mais pour reposer le contexte, c'est en dialogue avec Caroline Réchet, qui était conservatrice au musée de l'Élysée de Lausanne. J'ai proposé une réflexion à partir des images de l'album de Georges Desnaz, parce qu'en le feuilletant, très vite, il m'est venu des mots-clés comme ça, que je vais redétailler par la suite. Et donc, en posant des mots-clés, il m'est venu des images. Et donc, Georges Desnaz était délégué du Comité international de la Croix-Rouge, appelé CICR, après la Première Guerre mondiale. L'album documente l'échange de prisonniers ayant eu lieu à Narva, en Estonie,
entre 1920 et 1921. En effet, après la Première Guerre mondiale, des centaines de milliers de prisonniers étaient jetés sur les routes, accablés par la faim, le froid et les épidémies. Et le CICR coordonnait les différentes nations en présence pour recueillir et organiser le rapatriement et l'échange de prisonniers. Ils étaient identifiés, désinfectés, nourris, parfois pendant des mois, voire des années. Et ils restaient dans ces camps, dont on va voir quelques images. Puis ils étaient conduits jusqu'à leur pays d'origine par bateau ou par train. Et l'album légué par Georges Desonaz à la collection iconographique vaudoise est constitué à la fois de clichés personnels, de cartes postales et d'annotations. Et reste une trace intime de cette expérience, mais aussi un témoignage historique de l'épopée difficile de ces prisonniers de guerre. Donc, comme je vous disais, je suis partie de mots-clés que m'évoquaient ces images, et j'ai puisé dans le fond de la collection du musée pour rechercher d'autres images et les apposer sur l'album. Donc, je vais passer rapidement, mais en l'occurrence, pour cette première vue qui a vraiment été un des déclencheurs, ce qui m'avait arrêté, c'était à la fois ces abris de fortune, ces tentes que l'on peut voir sur votre gauche, et pour lesquels j'ai recherché des images du fond de la collection de populations comme ça, fragilisées par les migrations et des tentes. Donc là, c'était l'idée de tentes, de camps qui sont des architectures autoritaires que je mettais donc en dialogue avec d'autres images. Il y avait évidemment la question de soins, d'attention, de protection qui est apparue face à cette dimension de droits de l'homme, mais aussi la question d'exode, d'exil, de départ, d'adieu. Les fils dans les camps, les destructions, l'attente, l'idée de surveillance, de mirador, de guetteur et de deuil et de lamentation. Donc voilà, procédant par juxtaposition et association visuelle, j'ai mis en évidence comment une image faisait écho à une autre image.